Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans ce concept mystérieux mais ô combien puissant, le sentiment d'efficacité personnelle, ou CEP pour les intimes. Ce terme, c'est Chapsi qui nous l'a glissé la dernière fois pendant notre podcast sur les 3 leviers du plein développement humain, la mémoire, l'attention et l'ataraxie. On parlait alors de ce fameux point de bascule, celui qui fait qu'on passe d'un état de dispersion, de stress, de fatigue cognitive, à un état de clarté mentale, de calme intérieur et d'efficacité durable. C'est là que le CEP est apparu comme un levier central, souvent confondu avec l'estime de soi ou la confiance en soi, mais en réalité bien plus précis. Autrement dit, plus une personne croit qu'elle est capable d'agir efficacement, plus elle développe naturellement estime de soi, confiance, attention stable et mémoire performante. C'est un peu la clé de voûte du reste. Aujourd'hui, on va creuser ça plus en profondeur avec l'aide précieuse de notre bon vieux Chapsi qui va nous transmettre les enseignements du grand Albert Bandura, un monument de la psychologie moderne, considéré comme le chercheur le plus cité après Freud, quand même. Alors voici la question du jour. Comment le sentiment d'efficacité personnelle peut-il nous aider à grimper dans la spirale des 3 leviers, mémoire, attention, ataraxie, pour réaliser notre plein potentiel humain? Eh bien, je commence avec toi, Chapsi. Tu es notre expert Bandura attitré. C'est quoi exactement ce fameux CEP et surtout, est-ce que j'en ai un, moi? Ah René, rassure-toi, oui, tu en as un. Tout le monde en a un. Même ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas. Mais bon, il est parfois un peu en mode économie d'énergie. Alors, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est pas juste une version fancy de la confiance en soi. Bandura le définissait comme la croyance qu'on a en sa capacité d'agir efficacement dans une situation donnée. C'est pas « je suis une bonne personne », c'est « je suis capable de faire cette chose-là, maintenant, même si c'est difficile ». Je t'arrête tout de suite, Chapsi. Tu parles d'abord de sentiment, comme un ressenti, puis d'efficacité comme un terme de gestion d'entreprise, et finalement tu utilises le mot croyance. C'est bizarre, et c'est dans le mot, non? Non, non René, justement, c'est là que Bandura est malin. Il mélange pas les pinceaux, il éclaire un truc fondamental. Le mot sentiment ici, c'est pas un vague ressenti flou. C'est une croyance structurée, une conviction intime, mais basée sur l'expérience. Et efficacité, c'est pas du jargon corporate, c'est juste, est-ce que tu crois que tu peux faire ce que tu as à faire? Par exemple, tu peux être ultra émotif, plein de doutes, mais si tu crois quand même que tu vas réussir à parler en public ou à gérer un imprévu, t'as un CEP élevé dans cette situation-là. C'est pas de la pensée magique, c'est pas non plus une évaluation froide comme un bilan comptable. C'est une boucle de perception, action. Tu crois que t'es capable, tu t'engages, tu essaies, tu avances, et tu renforces cette croyance. Et si tu rates, ben ça dépend comment tu interprètes l'échec. C'est pour ça qu'on dit que le CEP, c'est une lentille à travers laquelle tu vis ton expérience. Elle te donne l'élan ou elle t'enfonce. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la changer. Je voudrais faire un lien avec le podcast qu'on a eu sur les croyances. Pourquoi? Parce qu'il me semble assez évident que ce qui est au cœur du sentiment d'efficacité personnelle, c'est justement la croyance qu'on a en notre capacité de réaliser quelque chose, même si on n'a pas encore tout à fait les acquis. Et pour ça, j'aimerais t'entendre, Chapsi, et aussi entendre Châtel, qui avait participé au podcast sur les croyances. Le CEP, c'est pas une mesure objective de tes compétences. C'est ta croyance que tu peux y arriver, ici, maintenant, même si c'est pas encore parfait. Bandura disait que cette croyance influence presque tout. Ta motivation, ta résilience, ton engagement. Tu peux avoir les compétences, mais si tu crois que t'es pas capable, tu vas pas bouger. Et l'inverse est encore plus fou. Tu peux ne pas encore avoir les compétences, mais croire que tu peux les développer, et ça te pousse à passer à l'action. C'est là que ça croise directement les croyances identitaires. Si au fond de toi tu crois que tu es quelqu'un qui apprend, qui progresse, qui surmonte, alors même dans le flou ou l'inconfort, tu vas avancer. C'est une croyance, oui, mais c'est une croyance active. Elle influence ton comportement, et donc, ta réalité. Je suis tellement d'accord avec toi, Chapsi. Et je rajouterais que le problème, c'est pas qu'on n'a pas de croyances, c'est qu'on en a trop, et souvent des croyances limitantes qu'on traîne depuis l'école, la famille ou les échecs passés.
On croit qu'on n'est pas doué pour ci ou ça, qu'on n'est pas fait pour parler en public, qu'on est nul en maths, et à force de le croire, on arrête d'essayer. Le CEP, c'est une façon de reprogrammer doucement cette narration intérieure. Et ça se fait pas juste avec des affirmations dans le miroir. Ça se construit avec des petites preuves concrètes, des micro-avancées. Comme disait Teresa Amabile, le progrès, même minuscule, nourrit la motivation. Et ça, c'est de la vraie croyance qui s'enracine dans l'expérience. Et là, je lance un bon gros pavé dans la mare. Dans une société comme la nôtre, où tout va vite, où la performance est une religion et où on a tous la mèche courte, cette idée de croire en une progression par petits pas, construite dans l'expérience, ça va à contre-courant total. Avouez que pour la majorité, c'est trop lent, trop flou, trop vulnérable. Donc, ils ne le feront pas. Ils vont préférer rester dans l'illusion du « j'ai pas ce qu'il faut » plutôt que de faire le pari du « j'apprends en avançant ». Et franchement, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Tu sais quoi, René? Tu viens de décrire exactement le piège moderne du CEP. On vit dans une culture de l'instantané. Si t'as pas de résultat au bout de 48 heures, tu penses que t'es nul. Résultat, t'essaies même plus. Et ça, Bandura l'avait déjà vu venir. Il disait que l'expérience de maîtrise, c'est pas forcément réussir tout de suite. C'est vivre un processus où tu constates que tu progresses. Mais notre environnement, lui, te récompense surtout sur l'apparence de performance, pas sur le chemin. Donc oui, c'est contre-culturel, mais c'est aussi pour ça que c'est révolutionnaire. Parce que si tu choisis de croire à ta progression plutôt qu'à ta valeur immédiate sur le marché, t'as déjà repris du pouvoir. Moi je te dirais René, c'est vrai que ça va à contre-courant, mais c'est exactement pour ça que ça marche. Dans un monde qui va trop vite, celui qui accepte d'aller lentement, mais avec constance, devient quasiment inarrêtable. Je vois ça tout le temps chez les athlètes. Ceux qui veulent aller trop vite, trop fort, se blessent ou lâchent. Ceux qui misent sur les micro-avancées, ils finissent par dépasser tout le monde. Le vrai défi, c'est pas d'être motivé une journée, c'est de garder la trajectoire. Et ça, c'est du CEP en action. René, est-ce que toi, t'as déjà vécu un moment où aller plus lentement t'a permis de vraiment avancer? Je suis bien de mon temps. J'ai été, comme beaucoup, attiré par l'envie de performer vite, d'avoir des résultats maintenant. Je suis ni meilleur ni pire que tout le monde, et j'ai souvent été pris dans cette trajectoire-là. Et ironiquement, les moments où j'ai fini par ralentir, comme tu dis, Châtel, c'était pas des choix conscients, c'était souvent des blessures, du corps ou de l'âme. Et c'est dans ces cassures-là que j'ai levé le pied. Alors ouais, j'imagine que je confirme un peu la règle. Ce que tu viens de dire, René, c'est exactement ce que Bandura appelait une expérience de rupture. Ce sont souvent les moments de fragilité qui forcent un recentrage. Et tu sais quoi? Ces moments-là sont pas une faiblesse. Ce sont des portes d'entrée puissantes pour reconstruire un CEP plus réaliste, plus profond. Tu sors du fantasme de tout contrôler, tu entres dans l'apprentissage authentique. Les blessures, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, viennent parfois te dire « Et, t'as le droit d'être un humain en processus ». Et rien que ça, c'est un switch de croyance énorme. Et puis René, t'es pas le seul à avancer grâce aux cassures. Beaucoup des plus grands athlètes que j'ai connus ont trouvé leur vraie force après une blessure. Pourquoi? Parce que ça les obligeait à revoir leur façon de s'entraîner, de penser, de se traiter eux-mêmes. Et quand tu reviens après une blessure avec un CEP qui s'est reconstruit doucement, t'es plus fort qu'avant. Pas juste physiquement, mais dans ta tête, dans ta façon de voir les défis. Donc ouais, les pauses forcées, c'est peut-être pas glamour, mais c'est souvent là que se cachent les vraies avancées. Donc, si je résume, on s'entend que cette motivation à progresser, à renforcer notre sentiment d'efficacité personnelle, s'inscrit dans un processus. Un processus auquel il faut croire. Croire pour améliorer notre quiétude, notre attention et notre mémoire. Mais on doit aussi reconnaître que le point de départ n'est pas le même pour tout le monde, et que la progression, elle non plus, n'a rien d'uniforme. Ce qui m'amène à vous entendre sur ce que Bandura appelait la triade de l'agentivité. Ça sonne comme un gros terme de psy, mais au fond, ça veut peut-être juste dire que chaque individu est au centre de sa propre croissance et de son propre développement. Qu'en pensez-vous? Tu mets le doigt dessus, René.
L'agentivité, c'est justement ça. Prendre conscience que tu n'es pas juste un produit de ton environnement ou de ton passé, mais un acteur qui peut influencer ce qui t'arrive. Bandura parle d'une boucle entre trois éléments, la personne, le comportement et l'environnement. Ces trois-là se nourrissent mutuellement. Tu changes ton comportement, ça influence ton environnement. Tu modifies ton environnement, ça te donne des nouveaux leviers pour agir. Et surtout, tu n'es jamais figé. Même si tu pars de loin, même si t'as grandi dans le chaos, t'as toujours une marge de manœuvre. C'est peut-être pas immense au début, mais elle est là. Je trouve ça super puissant, parce que sur le terrain, dans le sport, on le voit tout le temps. Il y a des athlètes qui arrivent d'un contexte difficile, zéro structure, pas de soutien. Mais ils changent un comportement. Ils viennent à l'entraînement plus souvent. Ils s'entourent d'une personne positive. Et là, l'environnement bouge. Leur confiance augmente. Puis ils s'engagent encore plus. C'est une spirale ascendante, exactement comme la triade de Bandura. Et à l'inverse, ceux qui restent bloqués dans une posture de victime, en attendant que tout change autour d'eux, ils s'enfoncent. Donc oui, prendre les rênes de son agentivité, c'est comme lancer l'élan d'une dynamique qui peut tout transformer. Et c'est pas réservé aux sportifs de haut niveau. Même dans la vie de tous les jours. Tu prends quelqu'un qui doute de lui au boulot. Il commence par changer un petit truc. Poser une question en réunion au lieu de se taire. Premier feedback positif. Il se dit tiens, peut-être que je suis pas si incompétent. Du coup, il ose proposer une idée. Nouveau retour positif. Et voilà, la boucle s'active. La personne, le comportement, l'environnement. C'est simple, mais c'est puissant. Et ça commence toujours par un petit mouvement volontaire. Même minuscule. Mais là, ça me fait penser à une phrase qu'on entend souvent. Vous êtes l'acteur de votre propre vie. C'est pas Bandura, ça? En tout cas, ça y ressemble pas mal. Donc là, si je comprends bien, on a deux spirales ascendantes. Une pour les trois piliers de notre développement, mémoire, attention, ataraxie, et une autre avec la triade de Bandura, personne, comportement, environnement. Mais je me demande où ça nous mène. C'est quoi le but ultime de cette agentivité? C'est juste pour se sentir plus compétent? C'est pour bâtir l'estime de soi, la confiance? Ou on vise quelque chose de plus large encore? Et non René, la phrase acteur de votre propre vie, c'est pas directement de Bandura, mais il aurait pu la breveter. Ce qu'il visait, c'était pas juste une meilleure performance ou de l'estime personnelle en mode développement personnel 101. Son idée, c'était l'autodétermination, la capacité à s'engager dans des actions qui ont du sens, à construire activement sa trajectoire. L'objectif, c'est pas juste de se sentir fort, c'est de devenir capable de choisir, d'agir, de transformer ce qui t'entoure. Même si c'est juste un peu. Tu bâtis pas juste de la confiance. Tu te bâtis une identité active. Et je dirais même que ça va plus loin que l'estime de soi. C'est pas juste une question de « je m'aime » ou « je crois en moi ». C'est une posture mentale et physique. Je m'implique, je me responsabilise, je bouge les choses. Dans la vie comme dans le sport, il y a des moments où la confiance, elle est pas là. T'es fatigué, t'as mal, tu doutes. Mais si t'as développé ton agentivité, tu vas quand même y aller. Tu passes à l'action parce que c'est devenu naturel de bouger, d'essayer, de t'adapter. Et souvent, c'est après l'action que la confiance revient. Pas l'inverse. Et j'ajouterais, si je peux m'incruster, que ces deux spirales, celle des leviers et celle de l'agentivité, elles servent aussi à bâtir la stabilité intérieure. Pas seulement la performance. Parce qu'au fond, ce qu'on veut tous, c'est pas juste être compétent. C'est être en paix avec ce qu'on fait, comment on le fait, et pourquoi on le fait. L'agentivité, c'est pas une machine à ego. C'est une voie vers l'alignement, entre ce qu'on vit dehors, et ce qu'on ressent dedans. Et ça, quand c'est bien ajusté, c'est pas juste efficace. C'est profond. C'est durable. Chataraxi, bien content que tu te joignes à la discussion. Sans tomber dans l'ésotérisme, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est un peu comme le yin et le yang, cette idée que le corps et l'esprit travaillent ensemble, bien plus qu'on le croit souvent. Et ça, que ce soit dans la philosophie, dans la science ou dans les arts, c'est quelque chose qui revient de plus en plus fort ces années-ci. Ce que j'entends aussi, c'est qu'on peut avoir une approche plus globale du développement humain qui prend en compte autant notre monde intérieur que notre façon d'agir dans le monde. Alors, je lance une proposition simple. Si on utilisait 3 étapes, l'émergence, la consolidation
et l'intégration pour faire évoluer à la fois les 3 leviers dont on a parlé au début, c'est-à-dire la mémoire, l'attention et l'ataraxie, et la triade de l'agentivité de Bandura, c'est-à-dire la personne, moi, l'environnement et le comportement. En d'autres mots, 2 spirales qui s'entrelacent et qu'on peut faire progresser en parallèle. Je le sais, à l'audio, c'est peut-être un peu plus abstrait sans un tableau sous les yeux. Mais est-ce qu'on serait capable, ensemble, de synthétiser tout ça? Expliquer comment, à chaque niveau, on peut évoluer concrètement dans ces 2 spirales et développer un sentiment d'efficacité personnelle de plus en plus fort. Ce serait une belle manière d'amorcer la conclusion de ce podcast. Merci René. Ta proposition me parle beaucoup. Émergence, consolidation, intégration, c'est comme des paliers de maturité intérieure. Au niveau de l'émergence, on commence souvent avec un peu de brouillard. On est réactif, on cherche à comprendre comment on fonctionne, on explore. C'est là que des choses comme la respiration, l'auto-observation ou les petits objectifs prennent tout leur sens. Rien de spectaculaire. Juste se reconnecter à soi, un geste à la fois. C'est fragile, mais c'est déjà une forme d'agentivité. Et c'est là que les 2 spirales se croisent. Quand tu prends conscience que tu peux agir sur ton attention ou ton environnement, même un peu, tu démarres la boucle. Par exemple, tu mets ton téléphone en mode avion pendant 30 minutes. Tu viens d'activer ton attention. Tu viens d'influencer ton environnement. Et tu viens de faire un choix. Au niveau de l'émergence, ce genre de micro-décision, c'est de l'or. Ça construit ta croyance que tu es capable. Et quand on passe au niveau consolidation, on commence à bâtir des routines stables. Des ancrages. Tu révises mieux parce que tu as compris comment ta mémoire fonctionne. Tu t'arrêtes et tu fais des pauses conscientes. Tu commences à voir que certaines stratégies marchent. Par exemple, moi, dans mes entraînements, j'ai installé des rituels avant chaque épreuve. Même musique, même respiration, même visualisation. C'est pas juste du confort, c'est de la préparation mentale qui vient renforcer mon sentiment d'efficacité. Tu n'as plus besoin d'y croire, tu le vis. Et au niveau intégration, là tu commences à t'approprier tout ça. Tu généralises. Tu prends ce que tu as appris sur toi, et tu l'appliques ailleurs. Tu passes d'un CEP ponctuel à un CEP global. Genre, j'ai appris à gérer mon stress au travail. Maintenant je l'utilise dans mes conflits familiaux. Ou dans un projet créatif. Ce n'est plus une technique, c'est devenu une façon d'être. Là, les spirales se nourrissent mutuellement. Ta mémoire devient active, ton attention fluide, ta quiétude profonde, et tes actions alignées. Et à ce niveau-là, l'environnement lui aussi change. Pas parce que le monde est devenu magique, mais parce que tu t'y présentes autrement. Tu deviens une présence qui influence calmement. Tu fais partie de ceux qui, sans crier, donnent l'exemple. Et plus tu avances dans l'intégration, plus tu fais tout ça non pas pour prouver quelque chose, mais parce que ça te ressemble. C'est là que l'efficacité personnelle devient aussi une paix personnelle. Et ça, c'est pas quantifiable, mais c'est profondément contagieux. Avant de conclure et que je vous laisse le mot de la fin, j'aimerais vous entendre sur un dernier point. Parce que là, on parle de progression, de spirale, d'agentivité, tout ça. Mais soyons honnêtes, il y aura des obstacles. Des gros, des petits, des sournois. C'est pas un chemin pavé en ligne droite. Alors, selon vous, quels sont les pièges, les échecs ou les résistances qui risquent de se pointer quand on essaie de se lancer là-dedans? Oh, j'en ai une collection. Tu veux laquelle? Sérieusement, le plus gros piège selon moi, c'est vouloir tout changer d'un coup. Tu découvres le CEP, t'as une montée de motivation, et paf, tu veux devenir la meilleure version de toi-même avant jeudi midi. Résultat? Tu t'épuises, tu rates, tu culpabilises, et tu jettes tout. Ce que Bandura nous rappelle, c'est que l'échec fait partie du processus. Le problème, c'est pas de rater. C'est de croire que ça veut dire que t'es pas capable. Oui, et je rajouterais un piège bien vicieux, se comparer aux autres. T'es en train de bâtir ton CEP tranquillement, tu fais des petits progrès, et là tu regardes quelqu'un qui semble voler pendant que toi t'es encore en train de ramper. Et tu te dis, bof, à quoi bon? Mais ce que tu vois chez l'autre, c'est pas la spirale, c'est juste la vitrine. Tu vois pas les galères qu'il a traversées pour en arriver là. Alors le vrai benchmark, c'est toi d'hier, à aujourd'hui, et de visualiser demain. Pas les autres. Et moi, je dirais qu'un obstacle un peu plus subtil, c'est la tentation de se fuir soi-même sous prétexte d'avancer. Tu mets en place des routines, tu lis plein de bouquins, tu optimises tout, mais au fond, tu n'écoutes pas ce qui se passe en toi. Tu te mets à courir après une version idéalisée de toi-même,
et tu perds le contact avec ton expérience réelle. Alors oui, progresser, c'est bien. Mais si tu ne ralentis jamais pour ressentir, tu te transformes en machine de performance déguisée en humain épanoui. Et ça, c'est un déguisement qui finit par peser lourd. J'adore ce que tu dis, Chataraxi. Parce que parfois, le vrai défi, c'est pas de bouger, c'est d'oser ne pas bouger, juste assez longtemps pour entendre ce qu'on évite. Et ça aussi, c'est une forme d'agentivité. Décider consciemment de faire une pause, c'est pas reculer. C'est créer de l'espace pour mieux repartir. Faut pas oublier, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est pas une course. C'est une relation avec toi-même. Et comme toute relation, elle demande du temps, de l'écoute et un peu de patience. Bien reçu. Et je vous laisse le mot de la fin. Si je devais résumer en une phrase, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est pas croire qu'on est invincible, c'est croire qu'on peut progresser. Même un petit peu. Et ça change tout. Je dirais, bougez, même lentement. Restez dans l'action, mais à votre rythme. Le progrès n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être réel. Un pas, c'est déjà un pas. Et moi je vous dirais simplement, ce que vous cherchez à atteindre est déjà en vous. C'est pas quelque chose à acquérir, mais à révéler doucement avec bienveillance. Merci à vous trois pour votre participation, vos éclairages, vos exemples et vos vérités parfois un peu piquantes. Et merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Je vous souhaite un bon cheminement à votre rythme vers un sentiment d'efficacité personnelle toujours plus solide. À la prochaine pour un nouveau Podchat.